Bien, donc je vous propose de poursuivre j'accueille avec grand plaisir de nouveaux intervenants dont j'ai fait la présentation juste avant la pause finalement qui a été réalisée. Donc je vais me permettre de poser quelques questions chacun peut intervenir ici à la table quand il le souhaite et comme il le souhaite. Alors première question, mais qui va me permettre un petit peu de revenir sur ce qui a été dit ce matin, mais en empruntant quelques mots à Roosevelt en son temps. Roosevelt qui disait que la liberté d'une démocratie n'était pas assurée si son système économique ne procurait pas suffisamment d'emplois et n'assurait pas une production et une distribution des biens qui étaient propres à maintenir un niveau de vie acceptable. Et il appelait de ses voeux à l'époque la mise en place d'un second Bill of Rights portant notamment reconnaissance des droits économiques et sociaux. Et donc la première question que j'ai envie de poser à mes collègues, c'est de savoir s'il y a là tout le sens de ce que pourrait être la constitution sociale aujourd'hui et de prolonger peut-être cette réflexion en s'interrogeant sur le fait si le préambule de 1946 que nous connaissons pourrait être le texte derrière lequel se cacherait la constitution sociale ou le texte qui révélerait ce qu'elle pourrait être. Voilà pour la première question que je vous propose. Qui souhaite Peut-être alors, merci beaucoup. Je remercie aussi aux organisateurs de m'avoir invité. Merci au président d'aujourd'hui d'avoir posé ces questions. Je trouve qu'elles sont d'ailleurs, je dois le dire, extrêmement intéressantes et en faute propice à une discussion, malheureusement, peut-être avec le temps qui nous reste, qui est limité, peut-être propice à de nombreuses discussions. Et donc, je commence sur ce. Alors, c'est intéressant effectivement de faire d'abord ce décalage en allant aux États-Unis, parce que jusqu'à présent, c'était d'ailleurs très marquant. On a parlé de professeurs de droit français, de la France, de constitution française, et on est parfois parti un peu sur l'Italie par les questions à l'Allemagne, mais c'est vrai que c'était très franco-français, et donc on a l'impression peut-être de respirer un petit peu, parce qu'on va aux États-Unis, et ici, effectivement, à une période fondamentale, très importante de son histoire politique, qui était l'histoire du monde du New Deal, et notamment avec ce discours, parmi bien d'autres, de Roosevelt, c'est un discours là, j'ai noté donc de 38. C'est d'ailleurs un discours qui intervient après que la Cour suprême se soit couchée en 37, mais même il a mis beaucoup de temps pour l'obtenir. Donc il y avait d'énormes débats constitutionnels, d'énormes débats sur les compétences, notamment de la fédération, des grandes jurisprudences de la Cour suprême des États-Unis. Voilà, c'est vraiment, il faudrait, si on voulait effectivement traiter la question ici, c'est une question de très grande ampleur. Donc bien sûr, je crois que c'est pas le moment de le faire. Mais en tout cas, c'était déjà de noter, bon, effectivement, bon, le contexte ici américain, et il est sans doute très différent du contexte européen, notamment français. Bon, alors je voudrais dire tout de suite signaler aussi que sur sur le New Deal et sur une période en fait qui est déjà maintenant très très lointaine, hein, il y a un ouvrage absolument extraordinaire de deux spécialistes américains de sciences politiques, de droit constitutionnel qui est paru en 2021 et qui essentiellement travaille essentiellement sur le New Deal. Ce qui est devenu après le New Deal la politique américaine, c'est le Anti-Oligarchic Constitution, l'ouvrage de Fishkin et Forbach, la constitution anti-oligarchique, c'est précisément l'explication de ce que devait être le New Deal, une constitution anti-oligarchique, c'est-à-dire la démocratie ne peut être fondée effectivement que sur une lutte contre l'oligarchie, et c'est un petit peu d'ailleurs ce que rappelle ici Alors j'aurai l'occasion d'ailleurs de revenir peut-être sur quelques leçons de cet ouvrage que nous donnent Forbach et Fishkin, et qui peuvent d'ailleurs nous intéresser aussi en Europe. Alors j'ai en quelque sorte pensé, mais je crains peut-être d'aller trop loin dans le commentaire de ce texte de Roosevelt en décrochant peut-être du texte de ce commentaire, mais je voudrais quand même, je vais peut-être en parler maintenant, peut-être j'en parlerai après, mais je voulais dire, j'aurai peut-être l'occasion d'y revenir,
je lance tout de suite l'idée. Je voulais dire effectivement que j'avais regardé ce texte de Roosevelt, comme j'avais regardé aussi les propositions qu'on a souvent faites en France, effectivement, concernant une constitution sociale, les regarder d'un point de vue de la philosophie politique et notamment de ce qu'on appelle les doctrines républicaines de la démocratie. Et je pense que je voudrais au moins pouvoir en parler un petit peu, parce que je pense que c'est une approche, parce qu'elle est philosophique, parce qu'elle est générale, parce qu'elle n'est pas seulement franco-française, parce qu'elle est conceptuelle, une façon effectivement de revenir sur la notion même de constitution sociale, parce que notre intitulé, c'est quelle est l'utilité du concept de constitution sociale. Encore faut-il savoir ce que c'est que ce concept. Et je pense que la philosophie politique permet d'avoir une utilité critique, c'est-à-dire de se demander, effectivement, d'un point de vue critique, par rapport à un point de vue normatif de ce qui devrait être, d'observer ce qui se passe et de le critiquer, sur quel point le critiquer, et pas seulement le décrire, parce que souvent, ce qu'on a fait ce matin, c'est décrire des doctrines politiques, des constitutions. Il s'agirait ici peut-être d'avoir un point de vue au-dessus pour critiquer, et donc peut-être pour voir par rapport à quels critères. En même temps, l'avantage de la philosophie politique, c'est, on pense notamment ici à Rawls, c'est effectivement l'équilibre réflexif, c'est-à-dire il y a une discussion normative, mais qui se confronte aux données empiriques et qui, par conséquent, laisse voir que l'idéal doit se réaliser dans des conditions peut-être très différentes selon les périodes de temps, selon les moments de l'histoire. C'est vrai que peut-être la constitution sociale telle qu'on l'a rêvée en 1946 dans la constitution française, dans le préambule, elle est peut-être plus tout à fait celle que l'on peut appliquer de nos jours dans le contexte que l'on connaît de la mondialisation, dans le contexte effectivement d'un marché unique européen, etc., où finalement les pressions, les contraintes internationales compétitives pèsent sur notre économie. Donc par conséquent, il y a effectivement nécessité de réfléchir à des idéaux dans les contextes dans lesquels ils se présentent. Et donc ça nous invite effectivement aussi à une réflexion particulière. Mais je voudrais pas revenir sur tout de suite. J'annonce que je vais en parler à un moment ou à un autre, mais je voudrais pas trop me détacher du texte et donc rester effectivement sur ce texte précisément en présentant 2 points que d'ailleurs je trouve dans l'ouvrage de Fishkin et Forbach dont j'ai parlé. Et ces 2 points, c'était que, 1, le programme de Roosevelt, d'ailleurs c'est très clairement ici dit dans le texte que vous avez indiqué, la liberté d'un peuple démocratique était que la liberté d'une démocratie n'est pas assurée si son système. C'est une question constitutionnelle, c'est-à-dire la question des politiques sociales n'est pas une question législative, c'est une question constitutionnelle. Ça, c'est un point extrêmement important qui est indépendamment d'ailleurs même du texte de la Constitution. C'est vrai qu'il demandait en même temps Roosevelt que soit instauré, pour bien clarifier les choses, un nouveau Bill of Rights qui inclurait des droits sociaux qui n'existent pas dans la Constitution américaine, mais il n'en reste pas moins que sans même qu'il y ait une telle déclaration des droits, l'interprétation de la démocratie américaine en tant que c'est une démocratie impliquée, et je reviendrai sur ce point avec les théories républicaines tout à l'heure, impliquée nécessairement une politique anti-oligarchique, une politique dans l'antitrust pour effectivement mettre en place effectivement le contrôle de grandes entreprises, etc. etc. Donc, ce discours, ce programme était présenté par Roosevelt, comme c'est marqué ici, comme un programme constitutionnel. Ce qui est tout à fait intéressant, et c'est ce que dit aussi Fishkin et Forbach dans leurs ouvrages, c'est qu'en réalité, lorsqu'ils ont été confrontés à la Cour suprême, parce que bien évidemment toutes ces mesures, tout ce programme, il est considérable, hein, le programme de Roosevelt, hein, et d'ailleurs il a été en partie arrêté à bien des moments par la Cour suprême, du moins jusqu'en 1937, mais c'est un programme considérable en termes de mesures, de politique. Enfin, il n'est pas imaginable ici de les décrire, mais c'est un programme absolument extraordinaire qui a été mené et qui a permis aux États-Unis d'ailleurs en fait de surmonter la crise économique qu'elle avait vécue dans les années 20. En tout cas, ce programme est présenté comme un programme constitutionnel, mais quand on va devant la Cour suprême, on ne le défend plus sur des bases, en quelque sorte, sur un programme constitutionnel économique, sur un programme social. On le présente sur un programme constitutionnel, mais en termes de compétences, la compétence du pouvoir législatif, la compétence du Congrès par rapport aux États fédérés, etc. On oublie complètement et on se bat devant le Congrès, bien sûr sur des terrains constitutionnels, mais pas sur le programme de la démocratie républicaine. On ne se base pas sur le programme économique en tant que programme constitutionnel. C'est tout à fait intéressant. Et donc il y a, dans la Cour suprême effectivement elle cède aussi
en 1937 en disant mais finalement bon c'est une question qui n'appartient plus à la Constitution. La question effectivement, sauf les questions de compétences, sur le fond, le libéralisme qu'elle défendait dans les arrêts avant 1937. Donc elle défendait le libéralisme comme doctrine économique, la liberté des contrats, etc. Elle cesse de le considérer comme une doctrine constitutionnelle et elle se replie elle-même sur une pure doctrine de compétence. Et les progressistes, appelons-les comme ça, plutôt que les démocrates, les progressistes, s'en contentent. Et par conséquent, ne défendent plus devant la Cour suprême, ne vont plus défendre devant la Cour suprême, effectivement, le programme anti-oligarchique en tant que programme constitutionnel. Et c'est un point majeur qui est remarqué par ces auteurs, en faisant valoir, ils le regrettent, en considérant qu'il y avait un combat à mener devant la Cour suprême. Bien évidemment, en réalité, c'est que la Cour suprême avait bien voulu, à partir de 1937, sur la menace d'ailleurs, sur beaucoup de menaces d'ailleurs, qui étaient faites sur le plan politique, notamment ils menaçaient effectivement de nommer, on se souvient, de doubler le nombre des juges, etc. Bon, ils ont fini par céder, mais ce faisant, il y a là quelque chose qui est tout à fait intéressant à noter, c'est en quelque sorte le fait que les progressistes ont renoncé. Alors ils ont défendu devant le Congrès leur politique comme une politique constitutionnelle, mais ils ne l'ont pas défendue comme une politique constitutionnelle devant la Cour, et ils ont finalement pris l'habitude de considérer que ce n'était plus des questions constitutionnelles que ces questions de constitution sociale. Et ils ont estimé que peut-être, parce que de leur côté, les libéraux au sens américain du terme, eux-mêmes avaient cédé sur ces questions-là, au fond, c'était match à égalité. Sauf que, on pourra en reparler par la suite, sauf qu'effectivement, la Cour suprême des États-Unis a un peu viré de bord et elle défend maintenant à nouveau, elle cherche à défendre, sauf avec différentes doctrines, elle tend à revenir effectivement à la période d'avant 1937. Et bien évidemment, il y a là... alors, je m'arrête là pour l'instant, mais il y a quelques petits points que j'ai indiqués sur lesquels je pourrais peut-être revenir. Voilà. Merci beaucoup, chers collègues. Notre réaction par rapport à... Peut-être parce que moi, ce que m'avait évoqué cette question, c'est un petit peu le prolongement. Ça fait vraiment référence à au concept qui a été évoqué tout à l'heure de citoyenneté sociale, c'est-à-dire une question vraiment proprement constitutionnelle, une citoyenneté sociale. Alors, je crois que c'est un sociologue, Thomas Humphrey Marshall, qui l'a développé comme qui serait le prolongement, le développement de la citoyenneté civile et politique, qui n'est plus suffisante. On s'en rend compte à cette période-là de l'histoire par les pressions, les antagonismes économiques et puis la misère sociale qui apparaît clairement. Et donc cette idée que la citoyenneté civile, les droits civils et politiques ne sont pas suffisants, la démocratie pure, j'allais dire purement politique, purement électoraliste, ce qui renvoie à ses compétences constitutionnelles n'est pas suffisante, mais qu'il faut, pour éviter, pour pouvoir maintenir les démocraties, il faut assurer la citoyenneté sociale, et ça rentre du coup vraiment dans un programme constitutionnel qui a été celui de Roosevelt et qui s'appuie sur les conditions matérielles d'existence. Cette idée que les conditions matérielles d'existence sont le substratum de tous les autres droits et libertés. Et que sans ce qu'il appelle le niveau de vie acceptable, qui est d'ailleurs un débat toujours très actuel, qu'est-ce qu'on met derrière ce terme acceptable? Est-ce qu'on parle de minimum vital, de minimum décent, de ce qu'on appelle dans le préambule de 46 de moyens convenables d'existence? Cette idée, elle est vraiment très forte, et vous avez raison de le dire, elle est souvent très coupée de la pensée constitutionnelle de la part de certains acteurs. Merci. Oui, merci beaucoup. Alors moi, donc je suis travailliste, donc peut-être que mes propos vont paraître un peu décalés par rapport à ce qui a été dit jusqu'à présent. Mais voilà, donc moi, quand je lis la phrase qui nous a été soumise, donc évidemment,
On pense d'emblée, en tant que travailliste, au préambule de 1946, aux alinéas 5 sur le droit à l'emploi, 10, 11 et 12, qui ont des idées de solidarité derrière. Mais plus encore, et ça fera écho à ce qu'a dit M. Gadoun tout à l'heure, plus encore, on pense à une certaine conception de la fabrication de la norme sociale, et notamment la place des corps intermédiaires dans celle-ci, c'est-à-dire des syndicats. Place qui peut être de deux ordres, hein, si on fait les choses si on trace les choses à gros traits. Donc la participation à la fabrication des normes de droit du travail en tant que telle, avec quand même cette difficulté, c'est que la convention collective, même lorsqu'elle est préalable à la loi, ne vise pas l'intérêt général, puisqu'une convention collective, qu'est-ce que c'est? C'est la rencontre entre deux parties qui ont des intérêts divergents, mais la conciliation ou un accord entre deux personnes ayant des intérêts divergents ne donne pas l'intérêt général non plus. Donc il faut quand même faire attention à ne pas être trop séduit malgré tout par la convention collective. Mais ce que je voudrais... sur quoi je voudrais insister, c'est l'autre aspect de la participation des partenaires sociaux dans en fait les régimes de protection sociale. Parce que là, on retombe en fait directement dans cette phrase de Roosevelt qui est la distribution des biens propres à maintenir un niveau de vie acceptable. Et finalement, la méthode peut changer. Et la méthode en droit du travail, en droit social qu'on a, sur les régimes de protection sociale, c'est tout simplement donner aux partenaires sociaux la possibilité de négocier les modes d'application de ces régimes de redistribution en fait des ressources. Et ça, c'est vraiment une conception de la société en réalité, parce que en matière de sécurité sociale et de protection sociale, on a une conception qui est, c'est des finances publiques, c'est de l'impôt, c'est donc l'État, point. Ou alors, c'est en fait quelque chose qui doit être au moins en partie soumis aux partenaires sociaux. Et pour moi, la constitution sociale, elle est également dans cette idée. Et c'est une idée qui est, qui est très très actuelle, puisque dans l'article de monsieur Suppiot, auquel il était fait référence ce matin également par monsieur Giraud, il fait mention d'un amendement donc déposé par monsieur Véran pour remplacer en fait la sécurité sociale par le terme de protection sociale, mais c'était pas tant pour faire disparaître la sécurité sociale de la Constitution en tant que telle, puisqu'en fait la sécurité sociale dans la Constitution, elle est là dans le financement, en fait dans le mode de financement, mais c'était pour en fait écarter les partenaires sociaux de la détermination du financement de la protection sociale complémentaire en fait. Et donc on a toujours cette opposition entre ces changements, entre ces conceptions finalement de la société. Et je terminerai juste en disant que, enfin en appuyant sur l'actualité de cet élément, puisque pas plus tard que il y a quelques années, en 2022-2023, le gouvernement a entendu reprendre la main et écarter les partenaires sociaux de façon temporaire de la détermination en fait du financement de la protection sociale, ce à quoi le Conseil constitutionnel n'a pas vu d'obstacle. Donc ça montre également que finalement on n'a pas forcément une très grande sacralisation au niveau constitutionnel de la place des partenaires sociaux ici. Voilà. Merci beaucoup, chers collègues. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. J'essaie de rebondir. Initialement, la première chose qui m'est venue à l'esprit quand j'ai lu la phrase, en fait, c'est moins la question sociale qu'en réalité le contexte, effectivement, Herr Lochner, sur lequel je ne vais pas revenir en réalité. Mais ce qui marque, c'est la date 38 en réalité. Et c'est pour ça que, pour moi, cette citation, évidemment, qu'elle a un lien avec, si vous voulez, le domaine social, la question de l'effectivité, la question des conditions de vie minimales, etc. Mais elle a plus... Dans son contexte en 1938, moi je le vois plus comme une question institutionnelle qui revient en réalité au rôle de la Cour suprême, parce que Roosevelt quand même a été particulièrement virulent à l'égard de la Cour suprême qui, alors pour reprendre les mots du professeur Chéreau, s'est couché, je crois que vous avez dit, ou s'est plié, je ne sais plus. Et donc bon, il y a tout ce contexte sur lequel je ne reviens pas. En revanche, pour répondre directement à la question qui est posée, parce que vous posez la question, est-ce là tout le sens de ce que pourrait être la Constitution sociale aujourd'hui? Donc transposant cette phrase, moi il m'est venu la réponse non en réalité, et j'avais pas pensé à un argument que je vais prendre à la suite de la parole de la personne
perspective travailliste, comme quoi tout arrive, peut-être entre publicistes et privatistes, on peut s'entendre. Mais la première raison pour laquelle je ne pensais pas en tout cas que tout le sens de la constitution sociale aujourd'hui résidait dans ces éléments-là, c'est une réponse très brève. C'est que il se trouve que moi j'ai eu l'occasion d'étudier les débats sur la question de la constitution économique et j'ai toujours été frappé de voir qu'on mettait en opposition constitution sociale et constitution économique en disant que constitution sociale c'était la solidarité et constitution économique c'était le marché. Enfin j'ai toujours été... Oui, alors je sais, je suis désolé parce que j'ai pas pu avoir une lecture très stricte de toutes les questions et j'y reviendrai pour le coup. Mais je peux pas m'empêcher en réalité d'imaginer qu'une constitution sociale, qu'un principe de solidarité, un principe de fraternité par exemple, consacré par le Conseil constitutionnel, pourrait faire l'objet d'une interprétation à l'aune d'une analyse de marché. Alors certes rudimentaire, il s'agit du Conseil constitutionnel, bon, il y a plein de choses à dire, mais il n'en demeure pas moins que je n'arrive pas à faire ces distinctions aussi étanches entre solidarité et marché. C'est la première raison. Et la deuxième, surtout, effectivement, je rejoins le propos qui a été tenu par le professeur Chéreau, c'est que la constitution sociale aujourd'hui, elle me semble pas, même s'il y a des prolongements très intéressants, surtout dans la pensée de Doriot, mais elle me semble pas pouvoir faire l'économie d'un débat qui frappe le droit constitutionnel au-delà des frontières françaises et qui concerne en réalité le droit global et le pluralisme. Enfin, moi, je ne peux pas étudier la constitution sociale aujourd'hui sans parler du constitutionnalisme sociétal. En réalité, cette idée très simple, que je résume en entrée pour susciter plutôt la discussion que d'être extrêmement précis, mais c'est cette idée qui vise à critiquer et à dénoncer et à déconstruire d'ailleurs le modèle de l'État comme étant producteur de normes constitutionnelles, ce modèle de l'État-nation qui serait au centre de la norme constitutionnelle. Et pour le coup, les sources alors ce ne sont pas mes expressions, mais les sources de normativité constitutionnelle, les sources d'origine de règles constitutionnelles dépassent de loin la figure de l'État pour aller alors dans des domaines économiques, dans des domaines numériques, dans des domaines technologiques, dans des domaines environnementaux, j'ai entendu tout à l'heure. Mais il me semble que la constitution sociale d'antan, en réalité, est un précurseur, d'antan, j'entends au début du XXe siècle, est un précurseur de ce qu'on se développera après avec la constitution sociétale. Je fais juste une remarque tout à l'heure avec les propos qui ont été tenus par le professeur Gadoun, où il évoque, et je trouve que l'expression, un décalage entre le monde économique et social et le monde du droit, le monde du droit constitutionnel et de l'État. Et alors ce qu'on voyait comme un décalage peut-être au moitié XXe siècle, au début XXe siècle, on le voit aujourd'hui comme on n'a pas de difficulté à le qualifier comme une source de normativité, en réalité comme une construction d'une norme constitutionnelle. Et pour faire le dernier lien avec la dimension privatiste et travailliste, avec le rôle des partenaires sociaux, je remarque que des normes constitutionnelles, ou en tout cas des normes qui pourraient s'apparenter à des valeurs constitutionnelles, à des problématiques constitutionnelles, sont quand même plus ou moins produites, ou en tout cas une question se pose par des opérateurs privés. Alors là, on a évoqué des partenaires sociaux. Il se trouve qu'en matière numérique, par exemple, il y a une réglementation européenne qui s'appelle le DSA. Bon, il se trouve que j'ai eu l'occasion de la lire il n'y a pas longtemps, c'est pour ça que j'en parle. Je suis frappé que des fonctions qu'on pourrait qualifier de police, en tout cas avec une perspective administrativiste, on pourrait qualifier de police, soient confiées à des opérateurs privés, sans ni un contrôle public, mais davantage une supervision. Et par exemple, un article récent de Tubner, dans la Max Planck Institute, parle précisément d'un constitutionnalisme sociétal et d'un constitutionnalisme numérique. Voilà. Et je pense que du coup le sens de la constitution sociale aujourd'hui, j'insiste aujourd'hui, prend cœur, prend son origine dans ce développement de normativité en fait qui vient en dehors de l'État, qui dépasse l'État. Voilà. On y reviendra, je crois, avec la dernière question. Hein. Oui, alors, aussi, non, mais il faudra garder d'ailleurs. On va essayer. Vous vouliez rajouter peut-être tout à l'heure, peut-être. D'accord, parfait. Merci, chers collègues. Alors peut-être une deuxième question pour prolonger la réflexion. C'est vrai que on l'a vu au temps d'Oriou, on pouvait comprendre cette distinction qui était la sienne entre constitution sociale d'un côté et constitution politique de l'autre. Et chacun le sait, il militait pour un contrôle de constitutionnalité pour assurer une sécurité à la constitution sociale. Aujourd'hui, nous le connaissons, en tout cas en France, ce contrôle de constitutionnalité. Et la question qu'on pourrait se poser
puisque la table ronde porte sur l'utilité du concept de constitution sociale aujourd'hui. La question qu'on pourrait se poser, c'est de savoir si cette identification de la constitution sociale, elle conduirait à un démembrement encore utile de la Constitution. Vous avez déjà un petit peu abordé la thématique. Quel est l'intérêt de faire apparaître une Constitution sociale aujourd'hui? Alors, pour la distinguer encore et toujours de la Constitution politique, pour la dissocier de la Constitution qu'on pourrait qualifier de civile, pour la distinguer d'une Constitution économique, environnementale, numérique, voilà, j'ai envie de vous interroger sur ce point-là, ou est-ce qu'il y aurait dans la Constitution sociale quelque chose qui lui serait particulier et qui mériterait encore de l'isoler ou non? Voilà. Qui souhaite... Écoutez, simplement, non, c'est vrai. Du coup, c'est peut-être l'occasion de revenir. Je suis effectivement, je pense, là, encore une fois, c'est une excellente question parce que je crois que, en tout cas, c'est la façon dont je voudrais regarder les choses. D'ailleurs, le texte de Roosevelt le montrait bien, c'est qu'en fait, il est difficile de distinguer, en tout cas de séparer la constitution politique et la constitution sociale, ne serait-ce que parce que la constitution sociale apparaît, comme tout à l'heure on l'a dit avec Marshall, comme un prolongement de la constitution politique. C'est en réalité Marshall explique un petit peu le point de vue de la sociologie politique, ce qui s'est passé en Angleterre en fait au cours du XXe siècle. Bon, et on pourrait dire la même chose du point de vue de tout à l'heure j'en parlais des théories républicaines de la démocratie. C'est au fond c'est la démocratie en tant que citoyenneté politique qui implique, pour qu'il y ait une vraie citoyenneté politique, une démocratie sociale. C'est-à-dire donc il y a peut-être faudrait-il citer ici, les grands auteurs sont toujours extrêmement importants et je crois méritent d'être mentionnés. Rousseau, le contrat social, l'égalité, parce que si on cherche en quoi précisément le plus grand bien de tous, qui doit être à la fin de tout système de législation, on trouvera qu'il se réduit à deux objets principaux, la liberté et l'égalité. Et l'égalité parce que la liberté ne peut subsister sans elle. En fait, on ne peut pas opposer la liberté et l'égalité. L'égalité parce que la liberté ne peut pas être subsister sans elle. À l'égard de l'égalité, il ne faut pas entendre par ce mot que les degrés de puissance et de richesse soient absolument les mêmes, mais que, quant à la puissance, elle doit, au-dessous de toute violence, et ne s'exerce jamais qu'en vertu du rang et des lois, et quant à la richesse, que nul citoyen ne soit assez opulent pour pouvoir en acheter un autre, et nul assez pauvre pour être contraint de se vendre. Cette égalité, disent-ils, est une chimère, disent-ils ceux qui s'opposent bien sûr à cette thèse, une chimère de spéculation, mais si l'abus est inévitable, s'ensuit-il qu'il ne faille pas au moins le régler? C'est précisément parce que la force des choses tend toujours à détruire l'égalité que la force de la législation doit toujours tendre à la maintenir. Donc bon, pas d'opposition entre la liberté de la citoyenneté et la liberté de participation et l'égalité sociale. C'est-à-dire, en fait, si effectivement on est alors on peut décliner ça sur bien des, mais en particulier par exemple la réglementation des campagnes électorales, des dépenses financières pendant les campagnes électorales. Il est certain effectivement que la nécessité de la démocratie implique que les plus riches ne puissent pas effectivement financer sans compter les partis politiques. Il faut bien une régulation. Cette régulation implique effectivement est nécessaire à la démocratie. Et bien évidemment, là encore une fois, aux États-Unis, l'arrêt Citizen, alors je sais pas, je crois que c'est Citizen quelque chose, mais je me souviens plus du nom exact. Pardon. Voilà, Citizen United, qui effectivement dérégule complètement les campagnes électorales sur le plan financier. C'est bien évidemment une Cour suprême qui n'est pas une Cour suprême ni libérale, ni démocratique, ni sociale. Donc je crois qu'il y a un point de contact effectivement très étroit entre la constitution politique et la constitution sociale, et de même entre la constitution économique, c'est ce que vous commenciez à dire tout à l'heure, la constitution économique et la constitution sociale. D'ailleurs, la citation tout à l'heure de Roosevelt, il faisait référence, c'était un discours sur l'antitrust.
fallait le remarquer, c'est que l'antitrust, c'est pas que de l'économie, c'est aussi du social. On ne peut pas imaginer effectivement que... Alors, il est certain que les conceptions actuelles de l'antitrust, dans la nouvelle théorie du droit de la concurrence et de la politique de concurrence, sont plutôt pas sociales, hein, parce qu'il y a effectivement un débat au sein du droit de la concurrence. Il ne s'agit pas ici d'en parler, mais bien évidemment, le droit de la concurrence est divisé, partagé, selon effectivement des points de vue politiques. Le droit de la concurrence n'est pas un droit technique, donc par conséquent, là encore, séparer l'économique et le social, c'est pas neutre. Si on les sépare, c'est pour précisément défendre une certaine conception économique. Et si on ne les sépare pas, c'est qu'on défend l'économie différemment. Et c'est ce que je crois que vous vouliez dire. Donc là encore, ce ne sont pas des questions, ce sont des questions fondamentales qui sont posées ici. Et bien évidemment, en prenant parti sur le fait que la constitution politique et la constitution sociale ne sont pas à dissocier, que la constitution économique et que la constitution sociale ne sont pas non plus à dissocier, on prend une position politique, ou en tout cas de philosophie politique, et on peut très bien admettre qu'on prenne une position contraire, mais en tout cas c'est la controverse qui est absolument nécessaire et qu'il faut maintenir d'autant plus quand j'ai bien l'impression que dans les facultés de droit, on a cessé de comprendre ces questions comme des questions controversées, parce qu'il paraît évident que constitution sociale et politiques sont différentes et qu'il paraît évident que la constitution économique et sociale sont des constitutions différentes. Et de mon point de vue, elles ne le sont pas. Et donc, par conséquent, c'est un peu... c'est assez intéressant de parler comme ça, parce qu'on parle librement. Merci, c'est une table ronde donc ouverte. Je crois qu'effectivement, on s'aperçoit que on parle souvent de la science du droit, mais la science du droit n'est pas une science comme peut-être la médecine, quoi, ou comme la science de l'univers. Enfin, on est effectivement en présence d'une science qui peut être effectivement engagée sur le plan militant, hein, et que ce ne soit pas nécessairement quelque chose qu'il faut éviter de faire. Il ne s'agit pas non plus de faire du militantisme, peu importe, mais c'est pas ça. Mais qu'en réalité, des discussions qui puissent intéresser un débat politique sont également centrales. Tout à l'heure, je parlais bien évidemment de rôle, je disais, bon, l'équilibre réflexif. Hein. Là, la science réapparaît lorsque, effectivement, on s'aperçoit que face à effectivement des propositions qui peuvent apparaître normatives, parce qu'elles sont normatives, il s'agit dans la façon de les mettre en œuvre, de prendre en considération un ensemble d'éléments qui impliquent peut-être un travail, cette fois-ci, empirique et scientifique. Mais les deux sont, je crois, intimement liés. Merci beaucoup. C'est juste pour suivre le propos sur un point. Là, je suis tout à fait d'accord, donc j'ai dit avant, je ne vais pas le répéter, sur l'impossibilité de dégager une essence sociale dans la Constitution. En revanche, l'avantage peut-être de cette notion, concept de constitution sociale, c'est qu'elle interroge, et peut-être son historique qui a été dégagé un peu ce matin, qui a été un peu évoqué, son historique lié à la société, en fait, permet pour le coup d'avoir d'affronter un questionnement général sur le sens de la notion de constitution. Quand on rapproche la constitution sociale aux constitutions sociétales, en réalité, on réinterroge une notion de constitution, alors qui est particulièrement bien ancrée en France, mais en réalité, les interrogations ont été menées depuis un petit moment à l'étranger. Mais ça a ce grand mérite-là par rapport à la constitution économique, où il faut reconnaître, et là je parle évidemment sous votre contrôle, mais que parfois les débats, évidemment portés sur, en tout cas s'agissant des jurisprudences, du rôle des cours constitutionnels, et en particulier en France du Conseil constitutionnel, était sur la légitimité du juge constitutionnel à constitutionnaliser une doctrine économique notamment. Et je pense que le constitutionnalisme sociétal a ce grand mérite, en tout cas les travaux ont le mérite d'affronter et de mettre en évidence une déconstruction en fait de représentation d'une notion de constitution, l'État. En réalité, c'est pas mince, hein. L'État, le pouvoir, sur le dernier constitutionnalisme numérique, sur l'article, c'est remarquable, hein. On décompose le droit constitutionnel qu'on enseigne encore dans les facultés avec la notion d'État, la notion de pouvoir, et ces notions-là sont en quelque sorte revisitées, pour ne pas dire balayées, puisqu'elles se retrouvent ailleurs par l'exercice en fait d'une nouvelle normativité qui échappe à l'État et qui vient du social en réalité. Et donc peut-être que c'est dans cette perspective-là que je peux lancer. Merci beaucoup. Alors effectivement, face à cette question du démembrement, du cloisonnement des matières, alors ça rejoint, je vous rejoins totalement dans cette idée qu'il ne faut pas cloisonner les choses et que on est là face peut-être à aussi des chapelles disciplinaires, hein, qui nous appellent, qui nous attraient, nous souvent les juristes, et je pense qu'il faut se battre contre ça effectivement. Et au-delà, je pense qu'il y a quelque chose de dangereux à démembrer comme ça
la matière constitutionnelle, parce que ça voudrait dire qu'il y a des catégories de champs normatifs, des catégories de droits. Alors si on prend tout ça dans un sens très étroit, de constitution sociale au sens de l'ensemble des droits sociaux par exemple, ça voudrait dire qu'il y aurait des catégories à part de droits qui, on le sait très souvent, bénéficieraient d'une justiciabilité plus faible. On a souvent parlé des pauvres droits, je fais référence aux articles de Diane Roman par exemple. Donc je pense qu'il y a un danger à faire ça et qu'il faut effectivement militer pour une lecture beaucoup plus systémique. Et d'ailleurs, c'est la lecture à laquelle appelait Alain Supiot, une lecture systémique des droits fondamentaux, de l'ensemble des droits, de la matière sociale. Et je vous rejoins quand vous dites que le champ économique, le champ numérique, le champ environnemental sont des questions alors sociales, sociétales, j'en sais rien, il y a certainement un débat là-dessus à venir, mais c'est cette idée du pluralisme social, en fait, qui émerge par toutes ces questions, mais qu'il ne faut, à mon avis, pas cloisonner. Alors, peut-être quand même que la constitution sociale dans un sens étroit, c'est-à-dire le prisme, on pourrait considérer que chaque droit constitutionnel a différentes facettes, différents prismes, le prisme environnemental, le prisme numérique et puis le prisme social qui serait l'attachement aux conditions matérielles d'existence ou l'attachement, je crois que c'est le professeur Herrera qui avait eu cette jolie formule, ce qu'on appelle les projections matérielles des droits de l'homme, l'attention à ce que Burdeau aussi appelait l'homme situé dans un champ social fait de problématiques environnementales, économiques, numériques, sociales, etc. J'attache quand même, mais ça c'est ma déformation de chercheuse et de la recherche doctorale que j'ai pu mener sur le doyen Henriot, j'attache quand même une importance à cette, alors pas opposition, mais à cette confrontation entre la constitution sociale et la constitution politique. Je pense qu'on peut quand même les distinguer dans le sens où le faisait Henriot. Il y a beaucoup de choses qui sont très datées dans la pensée d'Henriot, et il faut faire attention peut-être en la manipulant, mais cette idée de confronter la constitution politique à une constitution sociale, elle me semble intéressante aujourd'hui justement pour éviter ces démembrements. Alors il y aurait beaucoup de choses à dire sur le concept de société chez Henriot, je pense. Là, il y a une thèse, notamment là-dessus. Mais Henriot est individuel, mais il n'est pas individualiste. Il attache énormément d'importance à l'étude du milieu social. Les droits subjectifs sont pour lui des statuts qui sont issus et des statuts limites qui sont issus du milieu social. Et dans cette idée de constitution sociale, c'est ce que j'appelais tout à l'heure la décentralisation politique, c'est-à-dire faire contrepoids aux forces politiques qui ont sorti l'individu du milieu social, surtout à partir de la Révolution, qui ont pris l'individu comme une monade isolée pour en faire un citoyen, un électeur, un membre de la nation. Et Henriot dit attention, il ne faut pas laisser l'individu comme ça dans l'abstrait isolé, pris par le pouvoir politique. Il faut au contraire l'ancrer dans le social, lui donner cette force sociale et de mettre en face de la constitution politique ce milieu social qui est composé de corps intermédiaires, on en a parlé, qui est composé des droits individuels, qui est composé des entreprises, des risques des individus et de la protection aussi des individus. Et je pense que là, il y a quand même un intérêt encore très moderne, très actuel aujourd'hui à faire cette confrontation. Et alors, je m'interroge beaucoup, moi, alors je promène un peu cette théorie de l'institution sur des analyses plus actuelles et par exemple sur la place de certaines institutions aujourd'hui. Quand on regarde le texte constitutionnel tel qu'il nous arrive aujourd'hui en 2024, avec plusieurs modifications, on a des institutions qui ont une place où il y a un malaise sur leur place. Je pense à tout ce qui suit après le juge, le Conseil économique et social et environnemental, le défenseur des droits. Et soit on a beaucoup glosé sur mais pourquoi les mettre ici, et puis le Conseil constitutionnel aussi a quand même dit ce ne sont pas des pouvoirs publics constitutionnels. Ça ne fait pas partie de la constitution politique, ça relève de la constitution sociale. Et ça rejoint cette idée de décentralisation ou de
ce qu'on a appelé tout à l'heure l'état débordé. Ça faisait référence à Vedel, et je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant à tirer ici. Merci. Alors, moi, sur la notion de constitution sociale, j'y vois quelque chose qui ne permet qu'imparfaitement de transcrire la réalité de ce qu'est le droit positif au sens de contentieux constitutionnel positif, puisque en fait, si on se focalise sur le préambule de 1946, le terme constitution sociale pourrait laisser penser qu'il y a une certaine homogénéité des droits sociaux qui sont consacrés dans le préambule de 1946. Or, en réalité, dans la jurisprudence constitutionnelle, il y a une très très grande diversité d'appréhension et de force et de protection données à ces droits sociaux constitutionnels. Ne serait-ce que par exemple l'alinéa 5 du préambule de 46, on a une jurisprudence constitutionnelle sur le droit à l'emploi qui est déjà relativement, entre guillemets, vaporeuse, puisque le droit à l'emploi est essentiellement utilisé comme justification des atteintes à la liberté d'entreprendre, mais sur le devoir de travailler, par exemple, il n'y a rien, et sur la deuxième phrase de l'alinéa 5, sur le fait de ne pas être lésé dans son emploi, on n'a pas grand-chose non plus. Et plus encore, par exemple, si on passe sur l'alinéa 6, on n'a pas véritablement de définition de ce qu'est la liberté syndicale dans la jurisprudence constitutionnelle. Ce sont des décisions, en fait, qui sont comme une constellation, mais il n'y a pas de systématisation. Donc en fait déjà premièrement la constitution sociale selon moi donne une fausse impression peut-être d'homogénéité là où en réalité il y a énormément de diversité dans la jurisprudence constitutionnelle et également il y a une autre difficulté selon moi, c'est que si je me place dans une perspective travailliste, il y a des éléments du droit du travail qui sont très importants, comme la négociation collective, qui ne sont pas protégés sur le seul fondement du préambule de 1946, mais également sur le fondement de la liberté contractuelle. Dans la négociation collective, on a deux aspects. On a la naissance de la convention collective, ce qu'on peut appeler l'impulsion contractuelle, et on a ensuite la protection des contrats en cours, donc la convention collective une fois qu'elle a été conclue. Et dans les deux aspects, on a non seulement le préambule de 1946, soit l'alinéa 8 tout seul, soit les alinéas 8 et 6 ensemble, et en plus on a l'article 4 de la déclaration de 1789 pour l'impulsion contractuelle, et l'article 4 et l'article 16 pour le respect donc des contrats en cours. Donc on n'a pas le préambule de 1946 tout seul. Et est-ce que la liberté contractuelle c'est de la constitution sociale ? Je sais peut-être, mais c'est pas absolument évident non plus. Donc je trouve en définitive que ça, que ça ne permet que très imparfaitement de retranscrire le droit positif. Et s'agissant justement de la négociation collective, à un moment donné, il a été proposé au Conseil constitutionnel de reconnaître directement une liberté de la négociation collective. C'était en novembre 2019 sur une question prioritaire de constitutionnalité sur la restructuration des branches professionnelles. Ce que le Conseil constitutionnel n'a pas fait, il a simplement réécrit son considérant de principe sur la question en disant en matière de négociation collective, la liberté contractuelle découle de l'article 4 donc de la déclaration et des alinéas 6 et 8 du préambule de 46. Finalement, il n'a absolument rien changé à son contrôle, il a simplement finalement réécrit son considérant de principe. Alors, certains collègues travaillistes se sont dit que c'était une occasion manquée de reconnaître la liberté de la négociation collective. Mais finalement, et j'en terminerai là, quand on reconnaît une nouvelle liberté, on doit aussi construire un régime de protection. Or, le régime de protection actuel de l'impulsion contractuelle de la négociation collective est placé sous le signe de la liberté contractuelle, c'est-à-dire qu'on est à peu près sur un niveau équivalent avec les autres matières où la liberté contractuelle est en jeu. Si on commence à extraire la liberté de la négociation collective de la liberté contractuelle, eh bien, il faut construire un régime de protection. Et peut-être que ce régime de protection ne sera pas au même niveau. Donc c'est pas parce qu'on augmente entre guillemets la liste de droits qu'on favorise la protection de ces droits et notamment ce qu'on peut appeler la constitution sociale. Voilà. Merci beaucoup de ces propos très riches et je vous propose donc de poursuivre avec une nouvelle question qui avait déjà circulé entre nous.
vous l'avez compris, on a échangé bien en amont de cette séance. Alors, j'aurais envie de vous demander si chacun de vos côtés respectifs, dans les disciplines qui sont les vôtres, même si certaines sont communes, si dans vos disciplines, vous avez l'occasion d'utiliser ce concept de constitution sociale. Alors, si oui, est-ce que vous le faites en cours? Est-ce que vous le faites dans le cadre d'articles déjà? Est-ce que vous vous êtes appuyé sur ce concept? Et si oui, pour quelles raisons finalement? Est-ce que c'est pour nourrir une approche qui serait théorique? Est-ce pour identifier, repérer une catégorie de droit particulier? Je rebondis là sur votre dernière intervention. Est-ce que ça serait aussi éventuellement pour caractériser une jurisprudence du Conseil constitutionnel qu'on pourrait identifier comme sociale, ou le cas échéant pour pointer du doigt l'utilisation de droits sociaux constitutionnels dans leur fondement par des juges ordinaires, ou encore une fois pour mettre un exergue des conditions d'exercice et une conciliation qui serait propre, qui serait particulière aux droits sociaux. Alors, je suis désolé, ça fait beaucoup de questions, mais je sais que elles ont déjà circulé entre nous, donc c'est pour ça que je me permets d'être un petit peu rapide. Alors, je ne sais pas qui veut réagir. Est-ce qu'on pense ça va être assez rapide parce que moi non, en réalité. Je crois pas. J'ai revérifié parce que parfois on oublie un peu. Je ne crois pas avoir évoqué la constitution sociale. Alors évidemment, j'ai évoqué la constitution économique. Mais en réalité, il ne s'agit pas d'être... Parce que pédagogiquement, il peut m'arriver de présenter des droits présentés comme étant des droits économiques et sociaux, en réalité. C'est juste que, comme toute notion, il faut s'accorder à minima sur ce qu'on entend, enfin sur ce que le locuteur entend. Si on restreint comme une sorte de postulat, en réalité, en disant une constitution sociale recouvre en réalité les droits économiques et sociaux, oui, j'en parle, et en particulier, on dit les droits du travail. Quoique, je dois confesser que j'en fais pas beaucoup du droit du travail constitutionnel que je présente à mes étudiants, mais en réalité, et non, et je me contenterai juste d'expliquer peut-être pourquoi, parce en lisant et en vous réécoutant, je me suis dit, après tout, pourquoi ne pas l'évoquer, cette expression, en réalité, de constitution sociale. Je crois que ça vient essentiellement du Conseil constitutionnel, alors tout n'est pas sa faute, évidemment, mais je dois reconnaître que la jurisprudence appelle très peu à la conceptualisation d'une catégorie de constitution sociale. De la même manière, ça serait un petit moment que j'ai fait ma thèse, mais je dois dire que appelle très peu à la conceptualisation de la notion de constitution économique que moi, à titre personnel, j'avais écrite en introduction. Donc c'est sûrement pour ça que j'en parle pas dans mes cours ni travaux. Oui, alors moi je vais m'inscrire dans un petit prolongement. Donc là, on a eu la réponse non. Moi, je dirais oui et non. Parce que, donc, alors évidemment, il y a cet article d'Alain Supiot sur la constitution sociale de la Ve République qui est assez important sur la constitution sociale, mais en fait, il n'est pas très représentatif de la doctrine travailliste parce que, en fait, la constitution sociale, quand les travaillistes l'emploient, c'est dans un sens complètement différent. En fait, on parle de constitution sociale de l'entreprise. C'est-à-dire en fait une démocratie sociale de l'entreprise où on met ensemble en fait toutes les personnes qui sont des représentants des salariés, donc représentants élus, représentants désignés, acteurs de la négociation collective, et on présente ça comme étant on présente ça pour construire une idée de ce que serait une codécision dans l'entreprise. Donc ça n'a strictement rien à voir en fait avec ce dont nous sommes en train de discuter. L'occurrence que j'ai trouvée de constitution sociale dans le sens de cette matinée, en fait, c'est un article de Gérard Lyon-Camp de 2001 qui se contente de dire que c'est une notion obscure et c'est tout. Donc, en fait, la réponse est pas en fait dans le sens de ce colloque. En fait, non, on l'utilise pas trop cette notion. Nous, les travaillistes, on utilise plutôt plus volontiers la notion de démocratie sociale
comment dire, décrire l'association des partenaires sociaux à la fabrication de la loi, avec notre article L1 du Code du travail, où il y avait eu un projet pour le constitutionnaliser à une époque, en 2013, projet qui a été abandonné. Et sinon, pour le préambule, en fait, on utilise plus volontiers la notion de droits sociaux constitutionnels. Mais voilà, constitution sociale, nous, on l'utilise vraiment dans un sens qui est complètement différent, d'où ma réponse oui et non. Voilà. Alors, moi, pour le coup, d'où l'utilité de ces colloques, et je remercie vraiment les organisateurs, et l'utilité des tables rondes, parce que ça révèle des choses qu'on croyait inexistantes. Au départ, je pensais que la réponse était non, je n'utilisais pas du tout ce concept, et puis en fait, en cherchant quand même un peu, finalement, si. Enfin, le concept apparaît et ça va peut-être me permettre de reformuler, de recadrer certaines choses. En fait, j'ai un peu poursuivi la théorie de l'institution de Maurice Horiou, et j'essaye de l'emprunter comme des lunettes un petit peu méthodologiques sur des institutions plus actuelles, et je travaille beaucoup sur les autorités administratives indépendantes. On parlait tout à l'heure du défenseur des droits. Alors il y aurait beaucoup à dire sur cette étiquette d'autorité administrative indépendante, c'est une problématique très spécifique, c'est très franco-français. Bon, je ne m'attarderai pas là-dessus, mais je me suis rendu compte que j'ai fait tout un travail sur la doctrine de ces autorités administratives indépendantes, que j'ai qualifiée de doctrine de la justice sociale. On en avait discuté d'ailleurs lors des journées sur la République sociale. Qu'elles soient des autorités administratives indépendantes de protection des droits fondamentaux, je pense aux défenseurs des droits, au contrôleur général des lieux de privation de liberté, à la CNCDH, etc. Mais aussi les autorités de régulation, je pense à l'autorité de la concurrence, à la commission de régulation de l'énergie. Elles formulent une doctrine de la justice sociale qui est de plus en plus forte. Et leur position institutionnelle, elle fait de ces autorités des organismes un petit peu particuliers qui sont des interfaces. Elles ont un ancrage social qui est très fort, d'où le concept de régulation d'ailleurs. Elles sont des réceptacles du champ social, des besoins sociaux. Elles sont aussi des témoins directs de la manière dont les droits fondamentaux sont exercés par les individus, non pas seulement reconnus, mais exercés, effectivement. Et donc, en faisant cette étude, j'ai remarqué que certaines autorités administratives indépendantes s'étaient emparées justement du concept de citoyenneté sociale et donc de constitution sociale. Alors, c'est assez classique pour le défenseur des droits. On sait toutes les études qu'il consacre à l'égal accès effectif de tous, et notamment des personnes vulnérables, en situation de vulnérabilité économique, aux services publics, qu'il considère comme étant la base d'une démocratie. C'est la même chose pour la CNCDH, pour le CCNE. Mais c'est un peu plus original de la part d'autorités de régulation économique. Je pense notamment au médiateur national de l'énergie, qui a fait plusieurs études assez récentes en s'emparant de la notion de citoyenneté sociale, qui permettrait d'être réalisée par des droits qu'on pourrait qualifier de sociaux ici, et qu'il appelle de ses voeux. Il appelle par exemple à la création d'un droit à l'alimentation électrique minimale, en expliquant que ce droit à l'alimentation électrique minimale, qui interdirait toute coupure d'électricité, par exemple, pour les ménages précaires, eh bien, permet à ces ménages, à ces familles, d'accéder à des besoins essentiels, l'électricité, le chauffage, l'eau, mais aussi le téléphone, Internet, et donc aux services publics, et donc à la citoyenneté et à la démocratie sociale. Donc là, il y a quelque chose de très intéressant, et en fouillant un peu, j'ai retrouvé la même chose, alors avec un peu moins de force quand même, il faut l'avouer, mais au sein de la commission de régulation de l'énergie, au sein de l'autorité de la concurrence, qui commence à se préoccuper des situations de précarité économique, de vulnérabilité économique, et qui en appelle à cette régulation sociale. Et tout ça sur le plan, donc ça c'est sur le plan matériel, d'une constitution sociale au sens matériel, mais aussi sur le plan organique, la place de ces autorités dans notre schéma institutionnel, elle rejoint ce que je disais tout à l'heure, dans le sens d'Horiou, cette constitution sociale qui serait en face
de la constitution politique en face des pouvoirs publics constitutionnels, type Parlement, gouvernement, etc. Voilà. Merci beaucoup. Vraiment deux mots, parce qu'au fond, je rejoins en fait exactement ce qui a été dit, c'est qu'au premier abord, c'est vrai que je ne crois pas utiliser, je n'ai jamais utilisé, par exemple en droit public économique, l'expression de constitution sociale, et je m'aperçois qu'en réalité, et c'est un peu la réponse que vous avez donnée, quand on cherche bien, si on n'en parle pas de ce terme-là, effectivement, on parle beaucoup de, par exemple, quand on parle des services publics et que effectivement on se préoccupe de leur défense en matière d'aide d'État, ben quelque part, à un moment donné, on touche à la constitution sociale. Mais c'est vrai que, en ce qui concerne l'emploi de ce concept, et c'est, je pense, l'apport qui sera l'apport de ce colloque, c'est peut-être, et peut-être des journées d'études en réalité nationales qui vont se produire, c'est peut-être effectivement peut-être l'amorce d'un tournant, je ne sais pas, on verra bien ce que l'avenir nous dira, mais il y avait peut-être besoin, en tout cas, de mettre cette question est excellente parce qu'au fond, on s'aperçoit qu'on ne l'utilisait pas, ce concept, mais que peut-être il est peut-être disponible pour mieux travailler sur ce quoi on travaille déjà, mais sans employer ce concept. Donc, je pense qu'il y a là quelque chose d'intéressant à garder en tête. Merci beaucoup, chers collègues. Il nous reste encore un peu de temps. J'en profite donc pour annoncer une autre question, en prenant pour point de départ encore une fois Oriou, dont on a beaucoup parlé, et c'est bien normal concernant son apport doctrinal en la matière. Comme chacun le sait ici, pour lui, il n'y a point de sécurité pour la constitution sociale sans la mise en place du contrôle juridictionnel de la constitutionnalité des lois. Alors, la question que j'ai envie de vous poser ici, c'est de savoir si le Conseil constitutionnel a donné une sécurité à la constitution sociale. Alors, certains collègues ont pris des positions publiques. On a beaucoup évoqué Alain Supiot. On pourrait le convoquer à nouveau ici, puisqu'il a dit notamment que, en particulier, la procédure de la question prioritaire de constitutionnalité aurait donné la possibilité au juge constitutionnel, je le cite, de dynamiter des dispositions législatives directement inspirées par le principe de solidarité pour faire prévaloir celui de la libre concurrence. Alors, il évoque un certain nombre de décisions à l'appui de ses propos, et j'aimerais savoir ici ce que vous en pensez. Alors, pas nécessairement de l'affirmation de notre collègue, mais peut-être de la question de savoir comment le Conseil constitutionnel pourrait être identifié au regard de cette protection juridictionnelle qu'il pourrait offrir ou qu'il aurait déjà offert à la Constitution sociale. Alors, je reviens sur Oriou quand même, mais je pense qu'on m'a un peu fait venir pour ça. Oriou, effectivement, appelait de ses voeux un contrôle de constitutionnalité des lois, avec la petite précision qu'il n'appelait pas du tout la création d'un conseil constitutionnel, c'est-à-dire un contrôle concentré avec un organe politique. C'était pas du tout ça. Il appelait plutôt pour un contrôle diffus, que chaque juge ordinaire puisse contrôler la constitutionnalité de n'importe quelle loi. Et il dit ça dans une période assez particulière de l'histoire, avec un anti-parlementarisme assez fort. Mais au-delà de cet anti-parlementarisme, il a vraiment pensé, théorisé la problématique de la dépendance des droits fondamentaux par rapport à la loi. C'est-à-dire qu'il dit clairement dans son précis de droit constitutionnel que les droits fondamentaux sont reconnus. Il y a le fameux catéchisme social de la DDHC, mais les droits, pour être exercés, ils ont besoin d'être déterminés par la loi. Les garanties d'exercice des droits sont données par la loi. Et donc, pour protéger les droits fondamentaux et leurs garanties d'exercice, Oriou milite pour, je le cite, la mise en place d'une institution vivante,
tels que le contrôle de constitutionnalité des lois, pour rappeler d'une façon continuelle au Parlement sa dépendance vis-à-vis des bases de la société privée. C'est une phrase assez forte et qui a vraiment un écho très fort, clairement, aujourd'hui. Si on le remet dans le contexte d'aujourd'hui, Oriou serait évidemment extrêmement déçu par le contrôle de constitutionnalité des lois en France. On peut, pas besoin de venir constater l'insuffisance du Conseil constitutionnel, mais qui est quand même débattu, parce que si on reprend les formules utilisées par le Conseil constitutionnel, et en particulier dans le contentieux social, il appartient au législateur, il est loisible au législateur. Je crois que c'est à propos de l'alinéa 5, il dit le Conseil ne dispose pas d'un pouvoir général d'appréciation et de décision. C'est toujours le repli du Conseil constitutionnel, mais également des juges ordinaires, derrière l'argument de la séparation des pouvoirs. Et là encore, il y a peut-être une utilité de penser une constitution sociale face à une constitution politique, en fait. C'est-à-dire de redynamiser la constitution sociale et les droits individuels, quel que soit leur prisme, social ou pas social, face au pouvoir législatif, en fait, face au pouvoir parlementaire, qui est un pouvoir de détermination des garanties des droits fondamentaux. Alors, j'ai beaucoup de choses à dire là-dessus. Je vais essayer de faire bref et clair. Je vais d'abord commencer par une première idée qui est effectivement, en fait, dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel, il n'y a pas peut-être toute la place que l'on pourrait attendre s'agissant des droits sociaux. Je vais d'abord illustrer cette première idée, et ensuite, si j'ai le temps, je discuterai davantage ce que dit Alain Supiot, qui pour moi n'est pas forcément le bon angle d'attaque pour défendre cette idée. Donc déjà, la première idée, en fait, quand on regarde les questions qui sont posées au Conseil constitutionnel et qui impliquent les droits sociaux constitutionnels, on peut remarquer que le Conseil constitutionnel a régulièrement une position, une attitude d'esquive dès lors qu'il lui est demandé de définir ses droits sociaux constitutionnels. Ça peut s'expliquer de plusieurs façons. Il y a bien évidemment des questions de délai. Forcément, lorsque vous devez définir des droits sociaux, il faut prendre le temps de la réflexion, et le temps de la réflexion, les délais de contentieux constitutionnel ne le permettent pas forcément. Mais il y a aussi une autre idée, c'est que le Conseil constitutionnel n'aime pas trop se lier pour l'avenir, et forcément quand on commence à définir des droits sociaux, on se lie pour l'avenir. Du coup, comment le Conseil constitutionnel procède pour répondre à la question tout en esquivant la question? Eh bien, ça va dépendre un petit peu, en fait, de la problématique. Un terrain qui est très utile, c'est le principe d'égalité. C'est-à-dire que lorsqu'une question est posée au Conseil constitutionnel avec deux griefs, un grief sur un droit social, comme par exemple la liberté syndicale, qui n'est pas très définie à nouveau, et là, le principe d'égalité, eh bien, s'il y a matière à censurer, le Conseil constitutionnel va censurer sur le principe d'égalité. Et lorsque le Conseil constitutionnel censure sur un grief, il ne répond pas aux autres. Donc c'est très utile. On a eu par exemple ce cas de figure dans plusieurs décisions. Dans plusieurs décisions successives, en fait, sur sur les prérogatives qui devaient être réservées aux syndicats représentatifs. En fait, il y a eu 3 décisions consécutives sur cette problématique-là. Et ce qui est intéressant, c'est que dans la première décision, il y avait ces deux griefs, principe d'égalité, liberté syndicale. Le Conseil constitutionnel a censuré sur le principe d'égalité, n'a pas répondu sur la liberté syndicale. Et du coup, sur la deuxième QPC, eh bien, le requérant ne s'est plus donné la peine de soulever le grief sur la liberté syndicale. Donc en fait, il y a un peu quelque part un cercle vicieux où, comme le Conseil constitutionnel ne répond pas sur la définition de ces droits sociaux, eh bien les requérants ne se donnent plus la peine de développer une discussion sur ces griefs-là. Ensuite, autre terrain qui est très utile, donc là c'est pas un terrain sur la QPC, c'est plus un terrain dans le contentieux a priori, c'est l'incompétence négative de l'article 34 de la Constitution. Et ça, on a eu un exemple en droit du travail très intéressant à mon sens au moment de la loi d'orientation des mobilités sur les plateformes numériques,
où en fait il était reproché aux législateurs d'avoir permis aux acteurs, à ces plateformes numériques, de s'extraire du champ du droit du travail en adoptant une charte à faire homologuer et qui en fait empêchait le juge de se servir des éléments de la charte comme indice de subordination. Donc, en gros, ça permettait aux acteurs des plateformes de s'extraire eux-mêmes du champ du droit du travail en rédigeant une charte. Et le grief qui était soulevé devant le Conseil constitutionnel, c'est un grief sur l'alinéa 5, sur le droit à l'emploi, en disant, eh bien, avec cette charte, on empêche les travailleurs des plateformes numériques de faire valoir leur droit à l'emploi. Et ce que le Conseil constitutionnel a répondu, eh bien, il a répondu tout simplement que le législateur avait donné la possibilité à des acteurs privés de déterminer le champ du droit du travail et donc censure sur l'article 34, censure sur l'incompétence négative. Et dans les deux cas, en fait, on voit une même démarche, c'est-à-dire ne pas définir, en fait, d'un côté la liberté syndicale, de l'autre le droit à l'emploi. Donc, il est vrai que le Conseil constitutionnel a certaines réticences dans la définition des droits sociaux constitutionnels. Maintenant, l'angle d'Alain Supiot, pour moi, n'est pas le plus juste, puisque en fait, dans ce contentieux-là, qui n'était pas un contentieux QPC, mais un contentieux a priori, c'est les clauses, donc c'est le contentieux des clauses de désignation. Alors, en fait, les clauses de désignation, c'est un mécanisme très particulier qui existait depuis 1994 et que le législateur en 2013 a voulu réaffirmer alors même que les partenaires sociaux étaient plutôt d'accord pour l'écarter. En 2013, le législateur a voulu le réaffirmer, c'est là que la censure intervient, parce qu'en fait, les clauses de désignation, qu'est-ce que c'est ? C'est obliger une entreprise à adhérer auprès d'un contractant déterminé sur un contrat au contenu prédéterminé également. Donc en fait, de liberté contractuelle, il n'y en a pas, parce qu'on vous oblige à contracter avec une personne sur un contrat que vous n'allez pas négocier. Donc en fait, la disproportion de l'atteinte à la liberté contractuelle était telle que le Conseil constitutionnel ne pouvait pas la sauver, surtout avec un principe de solidarité qui n'existe pas dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel. On a un principe de solidarité nationale, mais c'est autre chose. Ici, ce sera un principe de solidarité civile applicable entre personnes privées, ce qui est autre chose en réalité. Et puis, finalement, cette liberté contractuelle, et j'en terminerai là, cette liberté contractuelle que le Conseil constitutionnel ici protège et fait prévaloir, ici, certes, c'est la liberté contractuelle des employeurs, mais si on a une difficulté identique qui se pose avec la liberté contractuelle des salariés, eh bien elle sera protégée de la même façon. Donc en fait, c'est simplement que cette situation précise ne se présentait que pour les clauses de désignation et la liberté contractuelle qui était concernée était celle des employeurs. Mais pour moi, ce n'est pas le meilleur angle d'attaque pour critiquer la jurisprudence du Conseil constitutionnel sur ce point. Voilà. Merci beaucoup, chers collègues. Merci beaucoup. Un mot très bref. Effectivement, je ne pense pas que le Conseil constitutionnel apporte une sécurité à la Constitution sociale. Pour une raison très simple, c'est que je ne suis pas certain qu'il le souhaite, d'ailleurs, ni qu'il le rejette en réalité. Je pense que son intérêt, je ne sais pas si en tout cas sa stratégie, son intérêt est davantage soit de moins s'engager, poursuivre la discussion d'avant, soit plus généralement peut-être de souffrir de moins en moins de critiques, alors que manifestement en doctrine il en souffre de plus en plus. Donc je pense que sa préoccupation est moins systémique en quelque sorte, moins systématique, moins théorique, qui consisterait à sécuriser une constitution sociale. Moi, le seul point que je voulais mentionner, et donc il y a beaucoup plus de contingences qu'on voudrait bien le croire, c'est ça le point au fond. En revanche, il y a un point que je voudrais signaler, et peut-être pour compléter le propos sur la linéa 5, j'ai été frappé parce que quand j'essaye de suivre régulièrement la jurisprudence constitutionnelle, et en fait on voit en doctrine une critique constante qui viserait à dissocier la portée normative du préambule de 46 avec
la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, le second étant d'une portée normative indiscutable, le premier étant permettant au caractère, enfin, que le législateur, puis qu'il soit loisible au législateur d'apporter des dérogations. Et en réalité, enfin, je ne sais pas, et je soumets l'hypothèse, et je ne veux pas du tout être provocant en disant ça, mais je ne sais pas si c'est en raison de la présidence Fabius, ou je ne sais pas vraiment, mais moi il me semble que depuis quelques années, le préambule de 1946 fait l'objet d'une portée normative qui s'est renforcée. Je prends deux exemples. Le premier sur le principe de dignité de la personne humaine qui a fait l'objet de nombreuses applications cette année. Et le second exemple, qui moi m'a pas plus marqué, qui concerne précisément l'alinéa 5. Alors c'est particulier, hein, ça ne remet pas en cause le constat général qui vient d'être dit, mais c'est lorsqu'il est combiné avec l'alinéa 11 du préambule de 46 et qui concerne le travailleur qui vient d'être privé d'emploi. Et donc le Conseil constitutionnel dit, et sa phrase, c'est ces exigences, donc la combinaison alinéa 5 et 11 du préambule de 46, ces exigences constitutionnelles impliquent l'existence d'un régime d'indemnisation des travailleurs privés d'emploi. Il s'agit d'une obligation, il y a un effet direct. D'ailleurs, il fait souvent, il déduit de plus en plus de principes en disant il en résulte que, c'est le début de la phrase qui vient comme une sorte de copier-coller pour plein de principes. Et là, ces exigences constitutionnelles impliquent, ça montre, au contraire, montrer une portée normative qui me semble, alors j'aurais pu prendre l'exemple du principe de dignité de la personne humaine, qui me semble renforcé pour le préambule de la Constitution 46, il n'en demeure pas moins que généralement le Conseil constitutionnel ne veut pas protéger une constitution sociale. Je ne crois pas qu'il veuille protéger un modèle, un quelconque modèle social. C'est pourquoi pas des intérêts ponctuels d'ailleurs, dont j'ignore l'existence très précisément, mais en tout cas, il y a une petite évolution que je voulais juste relever. Moi, je crois que ce qui a été dit me paraît extrêmement précis, technique et très justifié. Seulement, je voudrais profiter de cette question pour aborder presque une autre question, mais en fait, c'est quand même un peu la même. C'est qu'il y a de plus en plus, en tout cas, je ne sais pas si les juristes sont peut-être pas très conscients de ça, mais en philosophie politique, il y a une contestation de plus en plus qui monte très forte contre les cours constitutionnels. La théorie de la démocratie de nos jours, tout à l'heure je parlais de théorie républicaine de la démocratie, si on fait référence à par exemple Richard Bellamy, qui est un immense constitutionnaliste anglais, ou à Jerry Baldwin par exemple aux États-Unis, mais il représente un courant extrêmement important, c'est pas des gens minoritaires, hein, sont de plus en plus très réservés à l'égard des cours constitutionnels. Pas forcément d'un contrôle. Parlais tout à l'heure du contrôle que Rioux revendiquait qu'un contrôle par le juge ordinaire, hein. Un contrôle par les cours constitutionnels. En fait, il les dénonce comme des cours antidémocratiques. Puisque par définition, la démocratie, c'est quand même la démocratie tout court, c'est-à-dire des parlementaires qui décident de notre sort et de notre droit, et pas les juges constitutionnels. Alors donc, c'est une tendance très forte, hein, de la doctrine. Y compris d'ailleurs tout à l'heure je citais le commentaire que faisait du New Deal ces deux auteurs que je citais là, Forbach et Fishkin, eux aussi finalement semblent se rallier, alors un peu différemment des autres, mais semblent se rallier à l'idée que finalement, bon, c'est vrai qu'il y a des principes constitutionnels qui fondent la République sociale et la Constitution sociale, mais finalement, en réalité, il faudrait peut-être considérer que la Constitution des États-Unis n'aurait que vocation à interpréter cette Constitution, mais pas forcément à la construire. Enfin, ils sont très bizarres dans la façon de présenter les choses, mais ils disent les cours ne sont pas nos amis, la Cour suprême n'est pas notre ami. Voilà. Donc, par conséquent, on s'en méfie. Et par conséquent, en fait, il ne faudrait pas effectivement. Ils maintiennent l'idée que, alors c'est un peu contradictoire, maintiennent l'idée que la Constitution sociale se fonde la démocratie sociale se fonde sur la Constitution. Il y a un argument constitutionnel, mais au fond, ils voudraient en quelque sorte que cet argument soit. Alors, leur idée est de dire il faudrait que désormais, contrairement à ce qui est la tendance aux États-Unis, de considérer que les questions constitutionnelles sont des questions qui sont réservées aux juges, voilà. Ces questions-là ne sont pas réservées aux juges. Les questions constitutionnelles sont des questions législatives, sont des questions qui intéressent les parlements, qui intéressent la politique de tous les jours, la politique électorale doit être fondée sur des arguments constitutionnels. Ce n'est pas une compétence exclusive des juges, ce n'est pas réservé aux juges. Ça, c'est un point, je crois, extrêmement important qu'il faut retenir de cet ouvrage. C'est vrai qu'on a tendance
à oublier effectivement que le droit constitutionnel n'est pas que le droit du Conseil constitutionnel, c'est aussi le droit du Parlement. Hein. Et peut-être faudrait-il effectivement que les parlementaires se comprennent mieux effectivement que la Constitution, l'argument constitutionnel, la conversation politique est une conversation constitutionnelle, y compris entre citoyens. D'ailleurs, c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Bon. Et par conséquent, ce n'est pas réservé aux juges. Ça, c'est un premier point. Dans la méfiance à l'égard de la Cour. Et deuxièmement, c'est l'idée un peu de Fishkin et Forbach, au fond, dès lors qu'il y a cette conversation constitutionnelle, au fond, on leur laisse le droit de l'interpréter, c'est-à-dire de venir y participer. Mais il ne s'agirait pas effectivement qu'ils viennent nous empêcher de la tenir. Voilà. C'est cette façon-là dont ils présentent les choses, une façon un peu plus subtile que le fait Valdron, par exemple, ou Bellamy. Et je crois que c'est un point extrêmement important parce que je pense que les juristes ne sont pas conscients de ce débat majeur en philosophie politique contre les cours constitutionnels. Merci, chers collègues. Vu l'heure, malheureusement, j'ai peur que si je pose une nouvelle question, nous débordions trop le cadre qui était le nôtre. Je vous adresse tous mes remerciements pour cette table ronde. Je remercie encore les organisateurs pour leur invitation et pour cette première matinée d'échange. Je pense que le moment de la pause est bien mérité. Il y a un endroit peut-être auquel on doit se retrouver. Je pense qu'on va suivre Pierre-Yves aveuglément. Merci à toutes et à tous.